Bonjour, dans cette vidéo, la première du module 4 de l'unité d'équilibre chimique, on va explorer les acides et les bases à nouveau. Et en particulier, on va voir la théorie Bronsted-Lowry qui va changer un peu notre compréhension de la nature des acides et des bases. Donc, un rappel. Selon ce qu'on a appris l'année passée dans le cours de chimie 11, un acide, c'est une substance qui contient des atomes d'hydrogène et qui s'ionisent pour former des ions d'hydrogène H+. Donc, des exemples d'acides qu'on aurait vus, ce serait comme HCl ou H2SO4, qui, quand ils s'ionisent dans l'eau, par exemple HCl, va s'ioniser à H+, et Cl-, ou l'acide sulfurique va ioniser à H+, et à SO4, 2-. Et on a vu qu'une base, c'est quelque chose qui contient OH dans sa formule et qui s'ionise pour former l'ion OH-. Donc, des exemples de bases qu'on a vus sont NaOH ou MgOH2. Des choses qui s'ionisent, par exemple, pour former Na+ et OH-. Puis ces définitions ont été proposées par la chimiste Svante Arrhenius. Et ces définitions sont souvent reconnues sous le nom de la théorie d'Arrhenius. Mais ces définitions ont des limites. Selon ces définitions, les acides et les bases doivent toujours être en solution aqueuse. Et on a vu l'année passée que toutes nos acides et nos bases étaient des solutions aqueuses parce que pour s'ioniser, il fallait avoir l'eau afin de créer l'attraction entre les ions et l'eau. C'est ça qui séparait les molécules en ions. Pas les molécules, les composés en ions. Et l'autre limite, c'est que les acides et les bases doivent toujours contenir soit H ou OH. Mais la réalité, c'est qu'il y a, par exemple, des bases qui n'ont pas OH, comme l'ammoniac peut agir comme une base, mais on ne voit pas la présence de OH dans l'ammoniac. Donc, la théorie d'Arrhenius est incomplète par rapport à ce qu'on connaît des acides et des bases en réalité. Donc, c'est de là où deux autres chimistes, Bronsted et Lowry, sont venus ensemble pour former la théorie Bronsted-Lowry, qui nous dit qu'un acide est une substance qui donne un proton ou un ion d'hydrogène à quelque chose d'autre. Essentiellement, ça c'est identique à la théorie d'Arrhenius. Donc, selon Bronsted-Lowry, un acide pas trop différent d'un acide selon Arrhenius. C'est là où on considère les bases que ça change. Donc, selon Bronsted-Lowry, une base, c'est quelque chose qui accepte un proton. Puis cette définition des bases nous permet d'avoir des bases qui n'ont pas d'ion d'hydroxyde. Donc, c'est une définition qui est un petit peu plus ouverte et qui nous permet d'ouvrir vraiment le monde des acides et des bases et d'enlever les limites sur ce qu'on avait vu. Donc, dans ce module, et selon la théorie Bronsted-Lowry, puisque un acide donne un proton et une base accepte un proton, la présence d'un acide doit être accompagnée par la présence d'une base, et vice-versa. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Donc, un exemple serait la présence du HCl dans l'eau. Ici, le HCl va agir comme ton acide et l'eau va agir comme base. Parce que le HCl va donner un proton à l'eau. Donc, tu auras une molécule d'H3O positive et un atome de chlore, un ion, de chlore.
Alors, H3O positif, c'est essentiellement un proton. C'est une molécule d'eau à laquelle on a ajouté un proton. Et on a notre ion chlore. Donc, on peut voir que sans un acide, on ne peut pas avoir une base et vice-versa. Il y a un qui doit exister avec l'autre. Donc, en suivant cet système, on obtient ce qu'on appelle les couples acide-base. C'est deux substances qui sont reliées par ce transfert d'un proton. Donc, si on retourne à notre exemple, puis là, je vais même dessiner un petit peu des structures Lewis. Puis là, j'ai OH, H. Ça va nous donner... Oups. O, H, 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 comme ça, qui est chargé positivement, et un atome de chlore qui a 8 électrons et qui est chargé négativement. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est que l'atome d'hydrogène est venu et s'est branché à l'oxygène. Et on a la formation d'une liaison covalente de coordination parce que l'hydrogène vient sans électrons et l'oxygène doit utiliser ces deux électrons pour former la liaison qui est ici. Et on obtient une molécule de H3O qui est chargée positivement. Et le chlore va garder l'électron de l'hydrogène qui était là au début et va former son anion, son ion négatif. Maintenant, donc on avait dit qu'on avait l'acide et la base. OK. L'acide qui donne le proton, la base, c'est ce qui reçoit le proton. Alors, notre molécule de H3O, chargée positivement, on va le nommer l'acide conjugué. Et on va nommer notre atome de chlore, notre ion de chlore, la base conjuguée. Donc l'acide conjugué, c'est la molécule qui est formée après l'acceptation d'un proton, après que la base a accepté le proton. Donc l'acide conjugué, c'est la base qui a accepté un proton. Et la base conjuguée, c'est l'acide qui a perdu un proton. Donc ici, on forme deux couples. On a un couple ici, la base qui a reçu un proton pour devenir l'acide conjugué, et on a un couple ici, l'acide qui a perdu un proton pour devenir la base conjuguée. L'eau est quand même un cas assez spécial parce que l'eau peut agir comme acide ou comme base. Et il est donc un solvant amphotère. Solvant amphotère, c'est quelque chose qui peut agir soit comme acide ou comme base, qui peut soit donner ou accepter un proton. Et à cause de son habilité d'accepter ou de donner des protons, l'eau peut également agir comme électrolyte. Ça veut dire qu'il peut conduire de l'électricité lorsqu'il est ionisé, lorsqu'elle est ionisée. Considère le cas où on a un bécher d'eau. Donc j'ai mon bécher qui est rempli d'eau. Sans rien mettre là-dedans, l'eau va commencer à créer un équilibre entre l'eau, la molécule d'eau et les ions d'eau. Donc, disons que j'ai une molécule d'eau et une autre molécule d'eau. J'ai deux molécules d'eau qui se mêlent ensemble. Je peux avoir une situation où un molécule d'eau donne un proton à l'autre. Et je forme donc
une molécule de H3O positive et un ion d'hydroxyde. Donc, j'ai une molécule d'eau qui donne un proton à l'autre. Et donc, ici, notre molécule d'eau qui a donné un proton serait notre acide. Et notre molécule d'eau qui a accepté le proton serait notre base. Donc, pour faire le rappel, notre molécule de H3O va être notre acide conjugué. Et notre ion d'hydroxyde va être notre base conjuguée. Et ceci forme nos deux couples acido-basiques, nos deux couples acide-base. À partir de ceci, nous pouvons écrire une expression pour KC. Et là, je vais juste ajouter que nos produits, notre acide conjugué, notre base conjuguée, sont aqueux. Donc là, je vais juste aller en haut ici, puis je vais écrire l'expression pour KC, ici. Donc j'aurai mon H3O, la concentration de mon acide conjugué, fois la concentration de ma base conjuguée, qui sera divisée par l'eau, la concentration de l'eau au carré, parce que j'ai deux molécules d'eau. Mais attention ici, parce que si vous vous rappelez, on avait dit que quand on a une substance pure dans la formule pour la constante d'équilibre, on peut l'éliminer parce que la concentration d'une constante, d'une substance pure ne change pas assez pour vraiment être considérée comme variable. Donc on peut carrément éliminer la concentration de l'eau pure de notre expression. Et ce qui reste, c'est en fait une forme très spéciale de KC qui s'appelle KO. KO est égal à la concentration de H3O+, fois la concentration de OH-. Et la valeur de KO est toujours la même. C'est 1 fois 10 à la moins 14. Si la température est égale à 25 degrés. Si la température est différente, ça va être un petit peu différent. Mais la valeur de KO, c'est toujours la même. Donc, ceci nous indique que la concentration de l'acide conjugué et de la base conjuguée de notre proton et notre acide et notre base va toujours être égal à ce qu'on les multiplie à 1 fois 10 à la moins 14. Puis dans la prochaine vidéo, on va voir comment cette valeur est à la base de la dérivation de l'échelle pH. En fait, l'échelle pH est un suivi de cette valeur de KO. Donc, je vais sauver ça pour la prochaine vidéo où on va explorer en plus de détails d'où vient l'échelle pH.